La proposition initiale de Spiral, c'était de réunir des personnes qui s'intéressent au champ de la petite enfance, qui sont des professionnels de la petite enfance. Et un axe qui s'est imposé, par exemple, dans la thématique des journées actuelles de Spiral, qui était le champ de la culture. Je crois qu'on s'est rendu compte, et alors de façon très, très active dans le courant des journées, que le mot de culture, il représente pour chacun des tas de choses complètement différentes, il a des facettes complètement différentes. Vous savez, il y a un anthropologue américain qui s'appelle Linton qui dit par exemple que la culture, c'est quelque chose qui fait tellement partie de nous qu'on ne s'en rend même pas compte, et reprend l'allégorie des poissons en disant si on questionnait les poissons sur le milieu dans lequel ils vivaient, ils seraient incapables de pouvoir penser que c'est de l'eau, tellement c'est pour eux en tout cas un modèle complètement habituel et quotidien. Donc on est bercé au quotidien dans à la fois ce qui a fait notre culture, ce qui est constitutif de ce que Winnicott, qui est un nom qui est revenu de façon très habituelle là, dans ces 2 journées, développe sous le terme des expériences culturelles. C'est-à-dire toutes nos expériences de vie sont des expériences culturelles en soi. Nous sommes imprégnés par la réalité de ce qui fait l'ici et maintenant. Nous sommes nés dans ce pays, nous avons une histoire, nous avons une religion, nous avons des traditions, nous sommes inscrits dans une éducation, etc., qui fait que même notre façon de penser le monde, notre façon d'avoir des représentations psychiques à l'intérieur de notre monde interne sont complètement connotées, coloriées par le monde culturel. Donc on voit qu'il y a une façon complètement nouvelle de penser le bébé aujourd'hui, et que bien entendu du coup, une façon complètement nouvelle de penser des tas de choses qui concernent la qualité de la vie du bébé. Et du coup, la culture en soi du bébé devient une entité qui n'a jamais pu être développée sous les mêmes appellations. Mais vraiment, il y a 50 ans, cette question ne se posait pas. C'était du pipi caca dodo qui était mis à l'avant, et la seule culture qu'on avait à son niveau, c'était il fallait bien le nourrir et bien le soigner. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les choses étaient beaucoup plus complexes que ça. Et pourtant, ces choses-là, toutes les mères, comme disait Winnicott, en étaient informées depuis bien longtemps. Et toutes les personnes au fond d'eux en avaient une idée, mais c'était tellement difficile de le réaliser. Il y a Ésope, qui est un poète latin, qui disait qu'il fallait nourrir les bébés avec le bon lait des nourrices, mais aussi les fables qu'elles pouvaient leur raconter pendant le nourrissage. Donc on voit que cette question-là, d'introduire le bébé très précocement dans la vie et dans le monde, avec les histoires, avec la narration, avec la mise en sens du monde, c'est fondamental. L'origine de la musique à l'hôpital, c'est l'idée qu'il ne doit pas y avoir d'extraterritorialité, c'est-à-dire pas de lieu qui exclut la culture. Et on sait que quand on est en milieu hospitalier, il y a déjà une exclusion qui est liée à la maladie, une exclusion sociale, il y a une exclusion aussi géographique, puisque l'hôpital est quand même un lieu fermé. Donc l'idée que la musique puisse servir et de lien et de continuité avec la vie ordinaire, c'était, je crois, le moteur un peu de notre action. L'autre idée, c'était de transmettre aussi aux équipes quelque chose de cette sensibilité, de cette écoute, de cette pratique, pour qu'au-delà de la présence du musicien, qui est vraiment un spécialiste, quelqu'un qui en a fait son métier, la musique, qui essaie d'en vivre, que les équipes puissent pérenniser cette action. Alors, vous allez dire, mais une infirmière, une puéricultrice, une éducatrice, bon, elle n'est pas musicienne. Mais à travers la formation, elle peut acquérir des outils. Une puéricultrice va chanter auprès d'un bébé prématuré, va inciter les parents à chanter, va montrer l'exemple. En tant que puéricultrice, elle va donner quelque chose de l'ordre d'un modèle, modélisation, qui fait que parce qu'elle chante au bébé prématuré, la maman va aussi s'autoriser à le faire, parce qu'elle se sentira encouragée. On cherche tous des recettes, on cherche tous l'idée qui va faire que tel instrument ça marche, telle chanson ça marche. Je crois que ce qui marche surtout avec les bébés, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ? Cette chanson que peut-être je ne chante pas bien, je ne chante pas dans sa version originale, avec les bonnes paroles, les bonnes notes. J'allais dire, on s'en fiche. C'est plutôt, ce qui doit être intéressant à réfléchir, c'est plutôt quelle est l'intention, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, quelle est cette culture que j'ai envie de passer, cette idée du passeur de culture, de puériculture, au sens, j'enseigne, je transmets. Moi, c'est ça qui me passionne. Dans notre programmation, on a des spectacles qui s'adressent à des enfants de 6 mois. Voilà, on peut aller de 6 mois jusqu'à... Après, ça n'a pas de limite. Un spectacle jeune public, c'est aussi un spectacle qui s'adresse aux adultes. Voilà.
que de toute façon le théâtre jeune public n'existe pas sans le regard des adultes. En tout cas, j'évacue tout de suite les spectacles qui veulent me faire, comment dire, me mettre sur une représentation infantile déjà des enfants. Enfin infantile, c'est... Enfin, comme dit Patrick Bensoussan, c'est ce qui participe à la crétinisation de l'enfant, quoi. Ça, j'évacue tout de suite, et il y en a malheureusement beaucoup. On peut leur amener des choses très abstraites. Un spectacle qui a un peu été fondateur pour moi, c'est Uccellini de la compagnie Scappa, qui est vraiment, c'est une comédienne, peintre, qui en fait fait vivre une peinture, qui fait évoluer sa peinture, et qui raconte, en fait, en faisant évoluer sa peinture, qui raconte l'histoire du monde, quoi, de la place de l'enfant dans le monde, quand il grandit, comment il prend cette place. Ce qui est important, c'est de faire confiance et de voir aussi, de travailler avec les structures culturelles qui sont en charge de la programmation, qui elles, parce que c'est sûr que quand on dirige une crèche, quand on s'occupe des enfants, qu'on doit recevoir 36 000 propositions artistiques, comment choisir ? Voilà, ça c'est compliqué. Donc plutôt que d'avoir à se poser la question de comment choisir, je conseillerais de se rapprocher d'une structure culturelle, d'un théâtre qui programme, qui a toutes les garanties, en principe, de faire un vrai travail de médiation entre le public et les artistes pour justement travailler sur ce choix des spectacles, et surtout d'inscrire ce travail-là ou cet accueil dans un travail sur le territoire. Voilà quoi, où plus on sera à travailler ensemble sur cette question-là, acteurs de la petite enfance, acteurs culturels, artistes, mieux ce sera, quoi. Cette relation, elle est essentielle, en fait, comme dans tout ce qui est la vie du bébé. C'est la nature de la relation, c'est comment on le rencontre, à la fois dans ce qu'il sait et dans ce qu'il ne sait pas. Et on ne sait jamais ce qu'il sait, et on ne sait jamais ce qu'il comprend. Mais l'important, c'est qu'on a toujours la perspective que de toute façon, tout est à découvrir pour lui. Et donc, l'important, c'est que nous, on ait déjà découvert quelque chose dans ce livre qui nous a intéressés et qui nous a rendus un petit peu vivants. Donc là, on va pouvoir transmettre aux petits, ben, regarde, dans ce livre-là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et peut-être que ça va t'intéresser. Et notre condition humaine, c'est ça, c'est qu'on a les mots pour se dire des choses. On n'a pas que les mots pour se dire des choses, heureusement, mais on essaie de développer ces mots, de les élaborer, de dire au plus finement ce qu'on a envie de dire, mais on n'est jamais sûr d'être compris et on n'est jamais sûr d'avoir même nous-mêmes dit exactement ce qu'on voulait dire. Voilà. Donc la question de la compréhension, eh bien, on l'élimine parce que c'est notre condition. On ne sait jamais ce qu'on comprend. Ils élaborent leur langue. Donc il faut leur parler pour qu'un jour ils puissent élaborer la langue. Il faut du temps, du travail, beaucoup de lecture de livres d'images, parce que souvent on ne sait pas les lire, les livres d'images. Et pour réapprendre à les lire, il faut en lire beaucoup. En partager les lectures avec ses collègues, parce que souvent, quand quelqu'un nous fait la lecture, on voit dans un livre quelque chose qu'on n'avait pas pu voir, nous, avec le lecteur qu'on est. Voilà. Donc, s'ouvrir les portes des livres, et après, trouver les livres qu'on se dit oh, « j'ai envie de le partager avec un tout petit ». Voilà. Et simplement proposer la rencontre. Et toujours la proposer et jamais l'imposer, parce qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien qui presse, et il y a surtout du temps à s'accorder, à soi-même, pour pouvoir le transmettre à l'enfant. Mais je crois que c'est surtout s'autoriser soi-même à éprouver, à penser et à se donner le temps de son propre cheminement. Et à ce moment-là, on peut le transmettre aux autres. Là, j'ai envie de dire, on est un petit peu dans le creux de la vague. Alors, c'est paradoxal parce qu'au niveau de la production, il y a de plus en plus de livres à l'adresse des tout-petits, mais qui sont de qualité peut-être littéraire et artistique inférieure à ce que c'était
au début des années 80 et dans les années 80, même à la fin des années 70. Parce que maintenant, on a cantonné les tout-petits à des livres qui sont très souvent trop pédagogiques ou instrumentalisés. C'est-à-dire que c'est pour leur apprendre quelque chose à tout prix et nous, on sait ce qu'on veut leur apprendre. Et on continue, notamment au sein de l'agence Quand les livres relient, on continue à défendre l'idée de donner de la littérature dès le plus jeune âge, où on ne peut pas mesurer les effets tout de suite. Mais on sait que ça enrichit nos capacités langagières et nos capacités de penser. Voilà, et c'est ça qu'on a envie de partager. Et on est peut-être un peu dans le creux de la vague. Alors dans des journées comme ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tous dans la même dynamique et c'est reboostant parce que ça nous donne du courage, de l'énergie pour affronter le quotidien. Dans le quotidien, c'est peut-être moins simple qu'il y a une quinzaine d'années. On avait de façon très privilégiée un lien avec la ville de Toulouse parce que Spirale est édité par les éditions RS qui sont sur Toulouse et que ce compagnonnage depuis maintenant près de 15 ans fait en sorte que, d'une certaine façon, c'est notre seconde ville, Toulouse. Hein. Donc on peut assurément déjà imaginer que les prochaines journées auront lieu à Toulouse. Hein. On était parti dans l'idée autour de 1 an et demi à 2 ans comme fréquence entre ces différentes journées. Donc on peut se donner rendez-vous comme d'autres peut-être, je ne sais pas, du côté de la fin de 2012, qui va être une grande année 2012. Hein. Donc on espère participer de cette histoire-là.